L'accouchement, c'est un moment que beaucoup redoutent, surtout quand on ne l'a jamais vécu. Entre les récits parfois angoissants qu'on entend autour de soi et tout ce qu'on ne dit pas toujours, pas très étonnant que ce soit source d'appréhension. Être bien informé, c'est vraiment la clé pour vivre au mieux ce moment. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Caméraire, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler concrètement de ce qui se passe le jour J. La phase de travail, la naissance, les heures qui suivent. Pour tout comprendre et se sentir plus sereine, on reçoit Angélique Kuipers, qui est sage-femme dans une maternité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, du coup, moi, c'est Angélique Kuipers, je suis sage-femme à côté de Paris. Donc l'accouchement, c'est un événement qui peut être un peu intimidant, voire redouté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord, peut-être pour rassurer les futurs parents ? Déjà, il faut avoir conscience que la majorité des naissances se passent bien et normalement. Il y a environ 65 à 67% d'accouchements qui se passent par voie basse. Et puis souvent, on entend beaucoup de choses sur l'accouchement. Les gens à qui on va en parler autour de nous vont beaucoup nous parler des choses qui se sont mal passées parce que c'est souvent de ça dont ils ont besoin de parler. Et du coup, on a l'impression que beaucoup de naissances se passent mal alors qu'en fait, les bons discours, on les entend peut-être un peu moins. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, dans la majorité des cas, se passe bien. Oui, parce que aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des naissances se passent sans intervention médicale. Oui, exactement. La majorité des naissances, en fait, se passent spontanément, naturellement, et il y a une surveillance qui est nécessaire par les équipes médicales, les sages-femmes ou les équipes en maternité, mais pas forcément nécessaire d'intervenir sur un accouchement. Et alors, c'est quoi, en fait, une naissance qui se passe bien, selon vous ? Une naissance qui se passe bien, pour moi, c'est avant tout une naissance qui va être bien vécue par la femme, le couple. Donc, peu importe comment se passe cette naissance, que ce soit par voie basse ou avec des interventions, l'essentiel, c'est qu'elle soit bien vécue et que, du coup, la femme et le couple soient accompagnés pour comprendre ce qui se passe et que du coup, le vécu soit positif pour eux. Une naissance qui se passe bien, c'est ça. Après, c'est vrai que on a beaucoup de représentations dans les films où tout de suite, la poche se rompt, on va à la maternité, on pousse, tout le monde crie et le bébé est là. Alors que dans la réalité, c'est quand même un petit peu plus tranquille, calme et long aussi. Donc voilà, il y a aussi des représentations qui sont à revoir. Oui, c'est vrai qu'il y a des représentations très agitées de l'accouchement, mais ça peut être un moment très calme et très heureux, très serein finalement. Exactement, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puisqu'on parle de représentation, est-ce qu'on peut parler des grandes étapes de la naissance ? Parce que c'est vrai que dans les films, par exemple, on voit souvent des accouchements très très rapides qui peut-être ne montrent pas la phase de travail. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la phase de travail ? Oui, exactement. Alors la phase de travail, c'est le moment à partir duquel la femme va commencer à avoir des contractions et tout le temps qui sera nécessaire à ce que le col de l'utérus se modifie et s'ouvre pour ensuite permettre au bébé de descendre dans le bassin et de naître. Et toute cette phase, effectivement, elle prend en général du temps. En moyenne, on dit à peu près une 12aine d'heures, mais voilà, c'est une généralité. Ça dépend vraiment de chaque femme. Oui, ça peut être moins ou plus. Exactement, ça peut être moins ou plus. Voire beaucoup plus. Ouais, des fois beaucoup plus. Mais du coup, effectivement, c'est un temps qui est long, alors que dans les films, on a l'impression que ça se passe en 1 heure, que tout est fait, et pas du tout. Et ce travail, il se décompose en plusieurs phases. Il y a une première phase qu'on parle de latence, une phase de latence, où les contractions vont peut-être se lancer, parfois être douloureuses, parfois pas forcément être trop gênantes. Donc on va avoir des contractions, mais ces contractions, elles peuvent être irrégulières, elles peuvent être plus ou moins intenses, donc plus ou moins aussi douloureuses. Elles peuvent parfois se lancer, peut-être être très fortes pendant 2 heures et ensuite s'arrêter et reprendre quelques jours après ou quelques heures après. Donc c'est assez anarchique, voilà, c'est pas forcément très très rythmé, très régulier. Cette phase, elle va à peu près de 0, quand le col n'est pas ouvert, jusqu'à peu près 5-6 cm.
Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase active, où là, on va du coup de 6 cm jusqu'à 10 quand le col est totalement ouvert. Et là, pour le coup, on a des contractions qui sont régulières, intenses, voilà, et qui s'arrêtent plus, quoi, qui font que arriver au fur et à mesure. C'est 2 temporalités aussi totalement différentes. La première phase de latence, elle peut être très longue, parce qu'en fait, si par exemple, on a des contractions pendant 2 heures et qu'en fait, ça s'arrête, et ça reprend dans 2 jours, et qu'après, ça fait ça pendant quelques jours, ça peut être très long, en fait, cette phase. Alors que la phase active, une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus rapide. En fait, la courbe, elle est beaucoup plus rapide, ça va plus vite. Et après, on arrive sur la naissance. Et quand on parle de 0 à 6 ou 6 à 10, c'est l'ouverture du col, c'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est oui, les centimètres d'ouverture du col. Ouais, c'est ça, exactement. Le col, en fait, au départ, il est peut-être un peu ouvert, mais sinon, on va dire plutôt fermé. Et pour que le bébé puisse descendre dans le bassin, il faut qu'il s'ouvre. Et en fait, il doit s'ouvrir à peu près du diamètre de la tête du bébé, qui est à peu près de 10 cm. Et donc, le moment de la naissance, ce moment tant attendu, comment ça se passe? Il y a la phase de poussée, qu'on appelle poussée. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le moment où, quand le col est totalement ouvert, donc on est à 10 cm, et que le bébé commence à descendre dans le bassin. Donc, il faut savoir aussi que cette phase où on est à 10 cm, la naissance, elle n'arrive pas forcément tout de suite après. Ça peut être le cas, mais parfois, on se laisse encore du temps pour que le bébé, justement, chemine et descende au plus possible dans le bassin. Et une fois qu'il est suffisamment bas, ou alors si par exemple on n'a pas de péridurale, une fois qu'on sent que ça pousse et que notre corps pousse de façon réflexe, et c'est là où on va être plus, on va dire, dans la phase de naissance de l'enfant. Et le fait de pousser, c'est que, alors spontanément déjà le corps le fait de façon réflexe, donc il y a le fait que le bébé descende dans le bassin, ça sollicite les abdos, et un réflexe qui fait que le corps pousse en fait tout seul. Maintenant, ce réflexe, quand on a une péridurale, il est quand même un petit peu inhibé. Parfois pas totalement, parfois totalement. Et du coup, si c'est le cas, la sage-femme va accompagner la patiente pour la pousser en fait. C'est-à-dire que quand il y a une contraction, du coup, on va pousser pour faire naître ce bébé. Et cette phase, pareil, ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Ça prend pas plusieurs heures pour le coup, mais voilà, ça peut prendre aussi un petit peu de temps et c'est normal. Donc il y a la poussée et ensuite donc l'accouchement en lui-même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'accouchement en lui-même, du coup, le bébé naît et si le bébé va bien quand il naît, en général, il est posé en peau à peau sur sa maman, si c'est ce qu'elle souhaite. Et après, du coup, donc c'est un temps assez tranquille aussi. Enfin, le bébé, lui, va atterrir, il est assez calme en général à ce moment-là. Il va pleurer au début, puis après, il va être en général assez calme, posé. Il va regarder tout ce qui se passe. Enfin, voilà, ça va être un moment d'éveil pour lui. Et ensuite, du coup, pour la femme, il va y avoir la délivrance du placenta. Qu'est-ce que c'est? Alors, la délivrance du placenta, c'est donc l'utérus après l'accouchement va reprendre un peu des contractions. En général, on les ressent pas forcément à ce moment-là, on ressent pas trop ces contractions-là. Et ces contractions vont décoller le placenta qui est à l'intérieur de l'utérus. Et du coup, il va se décoller et ensuite, du coup, on va l'expulser en fait. Donc, il va sortir. Tout simplement parce que le bébé est né. Donc, ce placenta qui lui permettait d'avoir de l'oxygène, des nutriments, etc., en fait, il en a plus vraiment besoin parce que ses poumons ont pris le relais et que maintenant, il est lui-même un être tout seul, quoi. Il a plus besoin de ce placenta qui était sa petite maison. Donc, il y a cette phase-là d'expulsion du placenta. Et ensuite, on va aussi prendre un temps, alors la sage-femme ou le gynécologue, en fonction de qui était là, pour regarder la vulve, le périnée, et voir est-ce qu'il y a eu des déchirures, est-ce qu'il y a eu des choses au niveau du périnée. Et du coup, potentiellement, peut-être après, faire des sutures s'il y a besoin. Et ce moment-là, si tout va bien, ça peut aussi être le moment d'une première tétée, si la femme a choisi d'allaiter? Oui, exactement. En fait, ces 2 premières heures pour le nouveau-né, quand la naissance s'est bien passée, qu'il l'a bien vécu, c'est vraiment un moment où lui, il va être hyper calme et très éveillé. Donc, il va vraiment regarder tout ce qui se passe autour et puis de lui-même, il va même chercher à téter la peau, ses mains, peut-être ramper un peu sur la maman. Donc, il est vraiment très prêt. En fait, de façon réflexe, il y a tout ça qui se met en place. Donc, effectivement, si on veut allaiter, c'est bien, si on peut, en tout cas, et que les conditions sont réunies, c'est chouette de pouvoir faire cette première tétée dans ce temps-là. Donc à ce moment-là, souvent on est accompagné par la sage-femme ou les auxiliaires de puériculture aussi qui peuvent aider les mamans pour ça. Et c'est quoi justement les bénéfices de ce contact très rapproché ? En fait, il faut imaginer que le bébé, lui, il était in utero, donc au sein de l'utérus pendant 9 mois. Donc c'est un univers qui est chaud, où il fait 37 degrés à l'intérieur de notre corps. Il y a constamment du bruit parce que il entend ce qui se passe autour, mais aussi il y a les bruits des organes en interne, etc. Donc c'est constamment avec du bruit. Il est dans de l'eau.
Et puis, il est tout le temps contenu aussi. Il est vraiment, il y a les limites de l'utérus, il y a le placenta, il y a le cordon, donc il y a toujours quelque chose aussi autour de lui. Donc le fait d'arriver comme ça, de naître, c'est un changement total pour lui. Donc le fait d'être en peau à peau, ça va déjà le sécuriser, le rassurer, parce qu'il va être au chaud contre la peau de sa maman, ça le réchauffe. Donc ça lui permet aussi de maintenir bien sa température. Il entend le cœur de sa maman, donc qu'il connaît, son odeur aussi qu'il reconnaît. Et puis il est contenu parce qu'il est dans les bras. Donc c'est vraiment, à la fois ça va le sécuriser, et aussi ça va lui permettre de mettre en place ses fonctions de façon sereine et de l'aider à les mettre en place, de l'aider à se réchauffer, etc. Et d'ailleurs, si la mère a eu une césarienne, le pot à pot peut être fait avec le père ou le coparent. Exactement. Alors parfois même on peut faire un petit peu de pot à pot au bloc opératoire, ça dépend des situations. Et si jamais c'est pas le cas, effectivement, dans ces cas-là, souvent c'est le coparent qui va faire un peu de pot à pot avec le bébé en attendant que le bébé puisse retrouver aussi sa maman. Et quels sont les premiers soins apportés au nourrisson juste après la naissance ? Alors, les tout premiers soins, le tout premier truc qu'on va faire, c'est juste d'essuyer un petit peu le bébé. Parce que quand le bébé est né, il a du liquide amniotique, un petit peu de sang, ce qui est normal. Mais du coup, pour éviter qu'il reste mouillé, comme quand nous, on sort de la douche ou du bain, si on reste mouillé, on a vite froid. Et un nouveau-né, c'est pareil, mais encore plus important parce qu'il a plus de mal à réguler sa température. Donc, on va juste l'essuyer. Et ensuite, en général, il est juste posé sur la maman en peau à peau. Et les soins sont faits un peu plus tard pour le laisser atterrir et profiter aussi de ce moment et pas trop rompre ce moment-là. Mais du coup, les soins, quand ils sont faits après plus tard, ça va être, donc il y a différentes choses. Il y a le fait de le peser pour connaître son poids. On va aussi mesurer son tour de tête. Parfois, on les mesure, ça dépend. Des fois, c'est fait au moment de la naissance, des fois, c'est fait un petit peu plus tard dans le séjour. Et ensuite, il y a la sage-femme aussi qui va faire son premier examen. Donc là, on va vraiment, la sage-femme va le regarder, l'examiner de la tête aux pieds. Elle va écouter son cœur, regarder ses réflexes, vérifier que tout va bien pour le bébé. Si on revient un petit peu en arrière, il y a une question importante qui est celle de la douleur qui peut faire peur, la douleur des contractions. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est quoi exactement ces douleurs ? D'où elles viennent ? Et puis ensuite, comment on peut les accompagner ? Alors, les douleurs des contractions, c'est vraiment la contraction qui fait mal en soi. C'est le fait que l'utérus se contracte. Donc, l'utérus, c'est un organe, mais c'est aussi un muscle. Donc, du coup, il va vraiment se contracter pour faire descendre le bébé et que le bébé appuie sur le col qui, lui aussi, du coup, avec la pression de la tête du bébé, va se modifier et s'ouvrir. Donc, il y a à la fois la contraction qui fait mal, mais il y a aussi des fois l'ouverture du col, ça peut tirer, on peut aussi parfois le ressentir. Et ces contractions, elles vont être perçues, ressenties aussi différemment. Il y a des femmes qui vont avoir peut-être plus mal en bas du ventre, d'autres en bas du dos, d'autres les deux. C'est assez variable en vrai d'une femme à l'autre. Mais c'est vraiment cette contraction qui est intense et qui du coup crée une douleur. La douleur, elle est normale. C'est vrai que ça fait peur, mais elle est normale parce qu'en fait, si on avait pas mal, on pourrait se retrouver à accoucher à n'importe quel moment sans avoir de signaux d'alerte et du coup, ce serait pas du tout sécuritaire. Donc, c'est vraiment le corps aussi qui a pensé ça pour nous alerter et pouvoir justement se dire ok, il se passe quelque chose et se préparer ou se mettre en condition aussi pour l'accouchement. C'est vrai que le fait de savoir à quoi ces douleurs sont dues, peut-être que ça aide à ne pas être que dans la panique, par exemple, et à mieux les vivre. Est-ce qu'il y a des techniques de gestion de cette douleur pendant la phase de travail ? Oui, bien sûr. Il existe plein de choses. Si on fait de la préparation à la naissance, c'est des choses qui sont abordées à ce moment-là en général. Donc après, déjà spontanément, la femme va peut-être adopter certaines méthodes. Par exemple, elle va sûrement être en mouvement, bouger, se posturer dans des positions qui vont lui faire du bien. Par exemple, en avant, à quatre pattes, marcher. Enfin, voilà, c'est très variable aussi d'une femme à l'autre. Mais le mouvement, c'est hyper important parce que déjà, ça va aider aussi à ce que le bébé trouve son chemin et à accompagner la naissance. Mais ça soulage aussi. Il peut y avoir aussi juste le besoin de s'exprimer. Donc, ça va être par exemple faire des vocalises ou de respirer. Il y a aussi des femmes qui vont peut-être un peu chanter, qui vont faire d'autres sons. Après, la personne qui nous accompagne, elle peut être aussi elle est d'une grande aide parce que déjà juste sa présence, son soutien, le fait qu'on nous soutienne, qu'on nous dise des choses rassurantes, qu'on nous encourage, ça c'est beaucoup aussi.
dans une naissance. Et puis après, bien sûr, cette personne qui nous accompagne, elle peut aussi nous masser, nous proposer de boire quelque chose, grignoter un petit truc, nous proposer de mettre une bouillotte chaude ou de prendre une douche, un bain chaud. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Souvent, pendant la grossesse, du coup, on va un peu tester des choses, découvrir des choses lors de la préparation à la naissance. Et puis après, le jour J, il faut aussi savoir se laisser porter par ce qui se passe. Et le fait d'avoir vu un peu tout ça avant, souvent, il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement, en fait, spontanément. On va pouvoir vocaliser parce qu'on sait qu'on l'a vu avant et que ça nous semble normal, en fait, de le faire aussi à ce moment-là. Oui, et souvent, les maternités sont équipées de baignoires. On peut demander une baignoire, par exemple, si elle est disponible. Carrément. On peut prendre un bain chaud, ça fait vraiment du bien, ça accompagne quand même bien ce qui se passe. S'il n'y a pas de baignoire, souvent, il y a des douches dans les chambres. Ou, voilà. Il y a normalement, en maternité, pas mal de choses. Il y a aussi des ballons, souvent. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses pour pouvoir se posturer. Et pas hésiter, effectivement, il y a la préparation à la naissance, mais le jour J, il y a aussi les équipes sur place. Et du coup, pas hésiter à leur demander conseil sur quoi faire. Oui, et c'est intéressant du coup de suivre les cours de préparation à la naissance et à la parentalité qui, même si les choses ne se passent pas exactement comme prévu, comme c'est souvent le cas, peuvent permettre d'anticiper ou d'imaginer comment ça peut se passer et d'avoir quelques techniques éventuellement. Exactement. Et puis ça permet de comprendre aussi, avant que ça arrive, de comprendre un peu ce qui va se passer, pourquoi. Et oui, c'est essentiel, ouais. Et on n'a pas parlé aussi de la possibilité de la pose d'une péridurale qui peut aussi permettre que ce soit moins douloureux, voire pas douloureux. Oui, exactement, bien sûr. La péridurale, ça va être la méthode de soulagement de la douleur qui est efficace à 100%. Pour le coup, quand on a une péridurale, normalement, on n'a plus de douleur. On peut avoir des sensations, mais normalement, la douleur, elle est plus censée être là. Et la péridurale, elle peut être posée à n'importe quel moment, j'ai envie de dire, du travail, tant qu'on est sûr que la femme est en travail, qu'il y a des contractions, que le col se modifie. On peut très bien avoir une péridurale en début de travail, par exemple, je sais pas moi, à 1 ou 2 centimètres, comme un peu plus tard. Après, plus on s'approche de la fin, plus des fois ça peut être un peu rapide et du coup, peut-être la péridurale peut avoir moins de temps d'agir, etc. Mais en soi, elle peut être posée à n'importe quel moment. Oui, si on a très peur de la douleur, finalement, on peut peut-être la demander plus tôt. Ou alors, si on a envie d'expérimenter ces sensations-là, on peut la demander plus tard. Ouais, exactement. Donc là, on a parlé plutôt des scénarios sans intervention médicale. Est-ce qu'on peut à présent parler justement des scénarios où il y a intervention médicale ? Peut-être d'abord parler de la possibilité d'utiliser des instruments. Donc, ce terme fait un peu peur, mais on va expliquer les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce type de scénario ? Oui, alors ça arrive qu'au moment de la naissance, donc les instruments, c'est vraiment au moment de la naissance. C'est-à-dire, on a fait tout le travail, on était à 10 centimètres et on est en train de pousser. Enfin voilà, on est vraiment au moment de la naissance de l'enfant. Ça peut arriver que cette naissance-là, elle doive être accélérée parce qu'il y a un risque potentiel pour la mère ou l'enfant et que du coup, ce risque va être limité si la naissance prend moins de temps. Donc à ce moment-là, on appelle la sage-femme, elle appelle le gynécologue obstétricien qui, lui, va décider de la nécessité ou non de faire un instrument et aussi de quel type d'instrument. Donc les instruments, effectivement, c'est un terme qui fait assez peur. Il y a 3 grands types d'instruments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les ventouses. Donc pareil, c'est un nom qui fait assez peur. On imagine souvent quelque chose d'énorme et tout ça. Moi, je conseille de demander en préparation à la naissance ou peut-être à la maternité de pouvoir voir ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez petit en plastique. Enfin voilà, en général, quand les personnes le voient, c'est pas trop impressionnant. Et donc, cette ventouse, elle se place sur la tête du bébé et elle va permettre de bien fléchir la tête de bébé et du coup d'accompagner la poussée que la femme fait au moment de la contraction. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait à deux entre le gynécologue et la femme. C'est pas le gynécologue qui fait naître l'enfant, c'est la femme qui pousse et le gynécologue va accompagner. Du coup, ça va accélérer les choses. Mais il y a vraiment besoin de continuer à être présente, actrice et active au moment de la naissance, même avec un instrument. Et les 2 autres types d'instruments, c'est ce qu'on appelle les forceps ou les spatules, où là, c'est plus comme 2 grandes cuillères à salade en métal qui vont plutôt avoir tendance à faire de la place pour le bébé, qui vont écarter un petit peu les tissus au niveau du vagin et qui vont du coup laisser plus de place au bébé, qui vont faire comme un peu un toboggan pour qu'il naisse plus vite. On va maintenant parler du cas de la césarienne. Quand est-ce qu'on décide de faire une césarienne ? Alors, il y a différentes situations pour les césariennes parce que ça peut être programmé ou en urgence. Alors, programmé, c'est quand en général
si on devait donner une généralité pour les indications, parce qu'il peut y en avoir plein, mais ce serait qu'il y ait une impossibilité d'accoucher par voie basse. Donc ça, souvent, c'est vu pendant la grossesse avec la patiente, et puis les choses sont discutées, programmées. Il y a des rendez-vous en amont pour préparer aussi ce moment de la césarienne. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut se prévoir parfois dans certaines situations. Est-ce qu'on peut donner un exemple justement quand on sait en amont que ce n'est pas possible d'accoucher par voie basse ? Oui, il y a vraiment plein de situations. Peut y avoir par exemple le cas d'un placenta bas inséré, c'est-à-dire un placenta qui est inséré sur le col de l'utérus. Donc forcément, il y a un obstacle pour la naissance du bébé, donc c'est impossible qu'on puisse accoucher par voie basse. Ça peut être aussi parce que la femme a une grosse pathologie cardiaque et qu'elle ne peut pas être soumise au travail de l'accouchement, aux contractions et à la poussée. Vraiment, il y a des situations très diverses et variées. Il y a plusieurs indications qui peuvent être le cas. Ouais. Et donc le plus souvent, ce sont des césariennes d'urgence. Est-ce que vous pouvez expliquer cette situation ? Oui, exactement. La majorité des césariennes, c'est des césariennes qui ne sont pas programmées, donc qui sont dites urgentes. Il y a différents grades d'urgence déjà, donc ce n'est pas forcément les mêmes situations. Il y a des codes couleurs pour les urgences des césariennes. La moins urgente, c'est un code qu'on appelle vert, où quand la décision de césarienne est prise et la naissance de l'enfant a lieu, il y a 1 heure entre ces deux moments-là. Ensuite, il y a le code orange, où là, entre la décision et la naissance, il y a 30 minutes. Et le code rouge, où entre la décision et la naissance, il y a 15 minutes. Donc, on voit bien qu'effectivement, en fonction des situations, ça peut être un moment où on va avoir le temps en amont de vraiment discuter, expliquer aussi le pourquoi et comment ça se passe, et peut-être aussi adapter certaines choses. Et puis d'autres où 15 minutes, c'est très, très rapide, et où du coup, bien sûr, les choses vont être dites et expliquées, mais de façon beaucoup plus brève, et où du coup, c'est aussi moins entendu, forcément, c'est normal. Donc dans tous les cas, c'est aussi important qu'après une césarienne, on ait un temps avec les équipes qui étaient là pour pouvoir aussi reprendre les choses, pour bien comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage de césariennes ou de naissances avec instrument ? Oui, alors il y a l'enquête nationale périnatale qui est faite tous les 4 ans. Là, les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux de 2021 du coup. Et pour les césariennes, c'est entre 21 et 22%. Et pour les naissances instrumentales, c'est entre 11 et 13% à peu près. Mais donc c'est pas la majorité du tout. Oui, non, vraiment pas. Un autre sujet qui inquiète parfois, c'est le sujet des déchirures ou de l'épisiotomie. Alors, ce sont des mots dont on a souvent entendu parler, mais on ne sait pas forcément très bien ce que c'est. Est-ce qu'on peut les expliquer ? Oui, bien sûr. Alors oui, souvent c'est quelque chose qui fait assez peur, mais qui est tout à fait normal. En fait, les déchirures au niveau du périnée, donc c'est au niveau de la vulve, ça peut être la peau, la muqueuse du vagin ou voire un peu le muscle aussi, enfin les muscles. C'est tout à fait normal, ça fait vraiment partie de la naissance. Ça ne veut pas dire que ça arrive à toutes les naissances, mais c'est quand même assez fréquent. Et souvent c'est très... on en a beaucoup peur parce que la vulve c'est une zone hyper intime, qui est quand même assez centrale, donc ça nous fait peur. Mais c'est vraiment normal et ça fait partie de la naissance, et surtout derrière la guérison elle se passe bien. Le corps il est quand même aussi pensé pour un événement comme une naissance, donc vraiment c'est quelque chose qui se guérit bien. Donc ça peut arriver, c'est pas rare, c'est assez fréquent, et si jamais c'est le cas, la sage-femme ou le gynécologue va regarder un petit peu la déchirure, comment elle est, et est-ce qu'il y a besoin ou non de la suturer. Donc ça peut arriver qu'on ait du coup une suture, donc des fils ensuite au niveau de la vulve, et ça va se guérir à peu près en 15 jours. Les fils, c'est des fils qui tombent tout seuls, donc on n'a pas besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Et après, bien sûr, on peut aussi accompagner pour que ça guérisse plus facilement avec des petits remèdes, comme mettre par exemple de l'eau florale d'amamélis, un petit peu d'argile blanche. Enfin voilà, il y a pas mal de petits remèdes aussi qui accompagnent la cicatrisation. Et bien sûr, c'est une plaie, donc ça peut être douloureux, et à ce moment-là, en post-accouchement, il y a aussi ce qu'il faut pour prendre des médicaments antidouleurs. Alors bien sûr accompagné, on ne prend pas ça tout seul, mais les équipes vont donner ce qu'il faut pour que ce soit le moins gênant possible. Oui, on peut avoir des antidouleurs, des poches de glace, il y a plein de choses pour soulager. Carrément. Et précisons aussi que la suturation se fait sous anesthésie. Oui, bien sûr, oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, alors soit on a une péridurale et du coup, l'anesthésie péridurale va aussi marcher pour la suture, ou sinon, si on a accouché par exemple sans péridurale, on peut faire une anesthésie locale, et bien sûr, on ne fait pas ça comme ça sans anesthésie, on s'assure que au niveau sensation et ressenti, c'est OK avant de le faire, avant de suturer, quoi.
Et la déchirure, si je comprends bien, ça se produit quand la tête du bébé passe dans le vagin. Ça peut créer ces déchirures-là, mais ça peut être assez petit. C'est pas des choses complètement impressionnantes. Oui, exactement. En fait, j'ai pas expliqué, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait la tête du bébé qui descende du coup dans le bassin et du coup dans le vagin, et ensuite du coup qui arrive sur la vulve. Ça étire forcément du coup les tissus, parce que du coup il a besoin de se faire de la place pour pouvoir naître. Et du coup, le fait que ça étire ces tissus, au bout d'un moment, ces tissus ils peuvent un peu se déchirer en fait, sous la tension de la tête du bébé. Mais bien sûr, oui, souvent c'est pas forcément des grosses déchirures. Les déchirures, on va dire grosses, plus importantes, elles sont pour le coup là peu fréquentes. Donc souvent on a très peur, on se dit oh là là, mais à quoi ça ressemble maintenant, alors qu'en fait en général ça a très peu changé. Donc faut pas hésiter aussi à demander à pouvoir regarder avec une glace, avec la sage-femme qui vient pendant l'hospitalisation en maternité, ou même sinon la sage-femme qui viendra à la maison. Pas hésiter à lui demander si on peut regarder avec elle, ou peut-être qu'elle va le proposer aussi, mais pas hésiter à regarder avec un miroir. Souvent ça fait du bien, parce qu'on se rend compte que ok, en fait c'est pas si pire que ce qu'on imaginait. Donc on a parlé des déchirures. Qu'est-ce que l'épisiotomie, qui est encore un autre sujet? Alors l'épisiotomie, là pour le coup, c'est une intervention. Donc la déchirure, ça se fait tout seul naturellement. Et l'épisiotomie, c'est une intervention. Donc c'est la sage-femme ou le gynécologue qui va couper au niveau de la vulve, de l'entrée de la vulve, donc avec un ciseau. Ça se fait déjà, ça se fait pas très souvent. C'est vraiment peu fréquent et de moins en moins. Dans les années passées, c'était fait de façon beaucoup plus systématique, notamment pour les premiers bébés. Maintenant, c'est vraiment plus le cas. Les recommandations et les études, elles ont beaucoup travaillé sur ce sujet, et du coup, ça a évolué. Et ce serait fait pareil dans le cas où on a nécessité d'accélérer ce qui se passe, d'accélérer la naissance. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même moins fréquent que des déchirures, carrément moins fréquent même. Et c'est aussi réalisé sous anesthésie? Oui, exactement. C'est pareil, y a pas de... Pour le coup, c'est pas quelque chose qui va... L'épisiotomie ou la déchirure, de toute façon, même quand on n'a pas de péridurale, c'est pas forcément quelque chose qui va faire mal. On va pas sentir le moment où ça va arriver. En fait, il y a toute la zone qui est déjà sous tension, où on a déjà des sensations, ça brûle, enfin voilà, il se passe des choses. Donc, on sait pas en fait ce qui se passe sur la déchirure, on le sait pas en fait quand ça arrive, par exemple. Oui, c'est après que ça peut être plus douloureux. Exactement. Dans le registre des termes qui sont un peu barbares et qui peuvent faire un peu peur sur le corps postpartum, il y a aussi les lochi ou lochi, je ne sais pas comment on prononce, ou les tranchées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce vocabulaire ? Oui, alors du coup, c'est deux choses différentes qui sont toutes les deux avec des termes super chouettes. Du coup, les lochis, c'est les pertes de sang après l'accouchement. Donc ça, c'est pareil, c'est normal qu'après un accouchement, on perde du sang. C'est vraiment lié à l'endroit où était inséré le placenta au niveau de l'utérus, à l'intérieur, qui, une fois que le placenta est expulsé, il y a quand même toute cette zone qui est à vif, qui est un peu comme une plaie. Donc ça va saigner et du coup, on va perdre du sang après l'accouchement. Les premiers jours, on perd du sang de façon assez abondante. C'est quand même plus abondant que des règles. Et au fur et à mesure du temps, ça va se diminuer puis s'arrêter. La durée, elle est assez variable d'une femme à l'autre. Ça peut durer 1 semaine, comme des fois 3-4 semaines. Mais c'est tout à fait effectivement normal. Et ensuite, les tranchées, ça, c'est vraiment les contractions qui vont reprendre après l'accouchement. Parce que l'utérus, donc au moment de la fin de la grossesse, il est très haut. Il arrive sous les côtes. Donc, il est grand, il est volumineux et il prend de la place. Et juste déjà après l'accouchement, une fois que le placenta est expulsé, il arrive au niveau du nombril. Donc, il a déjà fait pas mal de travail pour réduire son volume et sa taille. Et il va devoir encore continuer à travailler, donc à contracter en fait pour réduire son volume jusqu'à retrouver sa taille comme avant une grossesse, qui est à peu près de 4 cm. Enfin, c'est vraiment tout petit, donc il a encore pas mal de travail à faire. Et ça prend quand même à peu près 3 semaines après l'accouchement pour qu'il retrouve sa taille comme avant une grossesse. Et donc ces contractions, on peut les sentir, elles peuvent être douloureuses ? Oui, ça peut arriver qu'on les ressente, surtout si c'est pas un premier bébé. Pour un premier bébé, on peut les ressentir, mais en général, c'est plus gérable. Mais quand c'est le 2e, 3e, 4e ou plus, c'est vrai qu'on les ressent quand même de façon beaucoup plus intense et douloureuse. Donc dans tous les cas, pareil, on peut tout à fait prendre une bouillotte chaude et aussi des médicaments contre la douleur qui vont vraiment bien marcher pour le coup pour ces contractions-là. Oui, type paracétamol, quoi. Exactement. Donc là, on a parlé du corps. Maintenant, parlons peut-être d'un aspect
Important également qu'il y ait l'aspect émotionnel. Il y a beaucoup de femmes qui passent par ce qu'on appelle le baby blues, juste après la naissance. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le baby blues, c'est hyper fréquent. Déjà, c'est à peu près 100% des femmes, non, à peu près, 95, 100%. Enfin, c'est vraiment très, très, très fréquent. Ça arrive à peu près entre le 2e et 3e jour après l'accouchement. Donc, en tout cas, c'est sur cette première semaine-là. Et c'est un moment où la femme, elle va vraiment être sur des montagnes russes émotionnelles. Elle va à la fois être très heureuse, très contente d'être mère, d'avoir son bébé, etc., se sentir assez confiante. Et puis, 1 heure après, elle va pleurer et puis se demander pourquoi on a fait un bébé. Peut-être se dire qu'elle ne sera pas capable de prendre en charge son bébé. Enfin, voilà, c'est vraiment des montagnes russes comme ça où tout va bien, puis après tout va mal, ou même parfois on pleure, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois on a des pensées et puis parfois on n'en a pas, juste on se sent pas bien du tout. Et donc c'est tout à fait normal. C'est vraiment lié à ces fluctuations post-accouchement. Il y a pas mal de choses qui sont encore en transition. On a certes accouché, mais on n'est pas non plus comme avant d'avoir été enceinte. Donc tout est un peu en mouvement. Il y a les hormones aussi qui fluctuent beaucoup. Donc c'est normal et surtout c'est passager. C'est vraiment quelque chose qui va durer 24-48 heures et après ça va passer. Donc faut pas s'inquiéter, on va pas rester dans cet état-là toute notre vie parce qu'on est devenu parents. Et surtout, faut pas hésiter à en parler, en fait, à exprimer ce qu'on ressent quand on est dans cette phase-là. Ça peut être à notre conjoint ou notre conjointe, ça peut être à la sage-femme qui passe, ça peut être à une amie, à quelqu'un qu'on sait qui va avoir une écoute bienveillante. Mais voilà, pas hésiter à exprimer ce qu'on ressent, à lâcher aussi ses émotions si on a envie de pleurer, à pleurer, enfin voilà. Et se dire surtout qu'on n'est pas seul, que nos voisines de chambre, elles sont sûrement passées par là où elles sont en train de le vivre et que ça va passer. Oui, et pour des états peut-être plus durables, là, ça renvoie à des questions de santé mentale. Et d'ailleurs, on a dédié un épisode à ce sujet, vers lequel on vous renvoie. Comment ça se passe, la mise en place de l'allaitement, quand on l'a décidé ? Est-ce que vous avez des conseils peut-être sur les premières mises au sein ? Ça peut être difficile parfois ? Oui, exactement. Alors, l'allaitement, ça peut à la fois être très simple, c'est-à-dire que le bébé prend bien juste après la naissance et puis ensuite, ça roule. Et parfois, ça peut être beaucoup plus difficile à mettre en place parce que parfois, ça peut créer des douleurs, le bébé peut avoir du mal à téter. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs petites problématiques, on va dire, là-dessus. C'est normal au début. L'allaitement, ça peut prendre du temps à s'installer, à être mis en place. C'est tout à fait normal. Donc, si on veut allaiter et que ça nous tient à cœur, faut pas trop se décourager au début parce que c'est normal que les débuts puissent être un peu difficiles. Et au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus simple et vraiment de plus en plus facile. Mais du coup, bien sûr, d'être accompagné pour ça, si on sent que ça nous fait mal, qu'on n'est pas confortable, etc. Pas hésiter à demander de l'aide aux équipes. Et de toute façon, les équipes spontanément vont vous accompagner aussi, surtout pour les premières mises au sein, etc. Donc vraiment s'entourer par rapport à ça si c'est le projet qu'on a. En fait, il faut que la mère et l'enfant soient bien positionnés parce que effectivement une mauvaise position, ça peut faire que le bébé va moins bien téter et ça peut créer effectivement des crevasses, donc comme des gerçures au niveau du sein. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux professionnels de santé. Et bien sûr aussi, si on ne veut pas allaiter, il y a quand même des petites choses qui se passent spontanément dans le corps, notamment la montée de lait. Donc la montée de lait, ça arrive à peu près entre le 2e et 5e jour après l'accouchement. Et c'est vraiment ce passage où, au départ, quand on accouche, on a un premier lait qui s'appelle le colostrum, donc qui n'est pas en très grande quantité, mais qui est adapté à ce dont a besoin le bébé, et qui est très riche, enfin voilà, qui a une composition assez particulière. Et ensuite, il va y avoir la période de la montée de lait, qui dure 24-48 heures, et on va avoir un lait mature, on va dire, enfin voilà, qui va rester après ensuite, et qui sera différent de ce premier lait. C'est méconnu et c'est pas le choix de toutes les personnes, mais si tout se passe bien, on peut sortir de manière anticipée de la maternité, c'est-à-dire rentrer chez soi un petit peu plus tôt. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien, effectivement, on peut rentrer un peu plus tôt. Donc, en général, la durée de séjour, quand on accouche par voie basse, c'est de 3 jours. Et quand on accouche par césarienne, c'est de 4 jours. Et c'est possible de rentrer souvent 24 heures plus tôt. En tout cas, voilà, dans ces premiers jours-là. Alors, c'est soumis à plusieurs conditions. Il y a déjà la nécessité que tout aille bien pour la maman et le bébé au niveau médical. Donc, il faut que les équipes de maternité donnent leur accord. Donc, c'est vraiment décidé un peu au dernier moment parce qu'il faut qu'on fasse un dernier check-up le jour J. Et aussi, c'est important de pouvoir avoir une sage-femme qui va venir à la maison quand on va rentrer. Alors, c'est le cas dans tous les cas, qu'on rentre plus tôt de la maternité ou qu'on sorte au bout du temps classique. Mais
mais particulièrement quand on rentre un petit peu plus tôt pour que le suivi se fasse vraiment en relais avec cette sage-femme qui va venir du coup à la maison pour la femme et aussi pour l'enfant, qui va venir examiner l'enfant, examiner la femme et aussi pouvoir accompagner les parents dans ce retour à la maison, répondre aux questions, peut-être accompagner un peu sur l'allaitement aussi s'il y a besoin. Voilà, c'est un vrai accompagnement qui se poursuit après la sortie de la maternité. Et d'où l'intérêt de se mettre en relation avec une sage-femme pour la sortie de maternité en amont. Exactement. C'est beaucoup plus simple parce que déjà pour nous c'est plus confortable parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, donc c'est quand même plus chouette de revoir un visage qu'on connaît. Et puis au moins on n'est pas dans l'urgence de trouver une sage-femme après l'accouchement alors qu'on a déjà beaucoup d'autres choses à faire et à penser. Donc oui, c'est chouette si on peut avoir trouvé cette sage-femme avant. Merci beaucoup Angélique Cuypers. Merci. Par ailleurs, je voulais vous apporter quelques précisions sur la prise en charge de l'accouchement. Si vous accouchez à l'hôpital ou en clinique conventionnée, les frais d'accouchement sont pris en charge directement par l'assurance maladie selon les tarifs conventionnels, à l'exception des frais annexes comme la télévision, une chambre individuelle et des dépassements d'honoraires éventuels. Le forfait journalier est également couvert si l'hospitalisation intervient dans les 4 derniers mois de grossesse ou dans les 12 jours suivant l'accouchement. Si vous accouchez en clinique non conventionnée, les frais sont remboursés selon les tarifs de l'assurance maladie, mais les coûts sont souvent plus élevés et il faut avancer les frais. Pour savoir si une clinique est conventionnée, il est conseillé de contacter sa caisse d'assurance maladie. Il est également important de vérifier avec sa complémentaire santé ou sa mutuelle la prise en charge des frais annexes. « 3, 2, 1 parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.